Bonjour, bienvenue sur Contre en Pop Culture. Aujourd'hui, un rendez-vous pour vous parler de séries et de films. Alors, je voulais vous parler et vous donner mon avis sur les dernières choses que j'avais pu voir à la télé. Et donc là, j'ai pas mal de choses à vous présenter en série et en film. On commence tout de suite avec le fameux Snyder Cut de Justice League, qui dure 4 heures, qui vient de sortir, qui est un événement dans la pop culture, en particulier chez ceux qui aiment les super-héros. En fait, il était hyper attendu parce que c'est les fans qui l'ont réclamé depuis toutes ces années. Justice League, c'était un film qui était sorti en 2017, qui était la suite, le troisième épisode des aventures de Batman et de Superman. Donc le premier, c'était Man of Steel, centré sur Superman, de Zack Snyder. Le deuxième, c'était Batman contre Superman. Et puis là, dans ce troisième volet, qui devait être toujours réalisé par Zack Snyder, ça devait introduire Aquaman, Wonder Woman, Flash, le Cyborg, et du coup faire cette fameuse ligue des super-héros, un peu l'équivalent des Avengers chez Marvel. Donc il y a un énorme budget, une énorme attente, et puis malheureusement, la fille du réalisateur Zack Snyder est décédée en fin de production du film, et le réalisateur a dû abandonner bien sûr la production, le montage, et la Warner en a profité pour embaucher Josh Whedon, qui lui sortait des Avengers, pour refaire le film. Et la Warner, elle n'aimait pas trop le ton un peu sombre qu'avait pris Zack Snyder, avec Man of Steel et Batman contre Superman, et ils ont essayé de changer tout ça avec la vision de Josh Whedon, avec un côté plus rigolo, plus de blagues, plus coloré, un montage différent, plus rapide. Ils ont un peu changé l'histoire, ils ont rajouté des choses. Et du coup, le film a été un flop aussi bien critique que public. Et donc ça a un peu enterré l'univers d'ici, qui n'a fait que survivre grâce au succès de Wonder Woman et surtout d'Aquaman, qui ont maintenu un peu l'univers à flot, mais les suites de Justice League ont été abandonnées. Et depuis toutes ces années, les acteurs, le réalisateur de l'époque avait dit oui, mais il existe un montage différent, le fameux Snyder Cut, qui est super et qui rend justice au film. Grâce c'est longtemps resté un fantasme de fans, et grâce à HBO Max, la nouvelle chaîne de streaming, un peu la Netflix, eh bien, le projet a pris corps, ils ont investi des millions d'euros, des millions de dollars pour refaire les effets spéciaux, la musique, à faire des scènes additionnelles avec les acteurs. Et donc Zack Snyder, il a refait son montage, il a voulu vraiment montrer le film qu'il voulait, et donc il est sorti ces jours-ci, il dure 4 heures. Le film est découpé en 6 parties. Et effectivement, quand on le regarde, moi je l'ai vu, on a un tout autre film. Alors on s'en rend compte très vite parce que il n'est pas monté dans le même sens, les scènes ne sont pas dans le même sens. Il y a énormément de scènes en plus, puisqu'il y a 2 heures de film en plus. Donc il y a beaucoup de choses les scènes sont plus longues, il y a des scènes rallongées, l'histoire est pas faite pareil. On découvre de nouveaux ennemis, en particulier Darkseid, qui est le grand méchant de l'histoire et qui donne un sens à toute l'intrigue, puisque dans la première mouture, la première réalisation, il n'était pas là. On avait juste un méchant, là, Steppenwolf, et du coup, l'histoire n'avait pas trop de sens en fait. Et là, vraiment, il y a des scènes qui sont ajoutées sur des flashbacks sur le cyborg qui expliquent comment il s'est blessé, comment il est devenu un robot. Sur Flash, on a des scènes qui nous montrent un peu le personnage, qui sont très réussies, les scènes supplémentaires. On a une bataille entre les héros, les anciens héros, et puis les envahisseurs, pour montrer un petit peu comment ça s'est passé avant, qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus détaillée. Il y a des nouveaux personnages qui rentrent en jeu. Et même certaines scènes à l'époque, comme la scène de l'attaque de la banque avec Wonder Woman qui paraissait ratée, là elles sont réussies. Alors tout simplement parce que ils rajoutent quelques éléments, des détails, un plan. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que là on a pour une des premières fois vraiment un montage complètement différent d'un film. Les deux sont sortis et on peut comparer et se rendre compte en changeant la vitesse d'une scène, un détail, un plan,
en rajoutant un effet spéciaux par-ci par-là, en laissant des fois les scènes se dérouler, eh bien on a un tout autre film. Et du coup, bah, franchement, j'ai passé 4 heures, je les ai pas vu passer, j'ai trouvé ça très bien, alors que le premier film j'avais trouvé nul. Donc c'est incroyable, c'est incroyable. Et là on a un vrai bon film de super-héros, en plus 4 heures on en a pour son argent. On a un Superman noir ce coup-ci, donc il n'était pas du tout comme ça, il a le costume noir au lieu du costume habituel. On a une scène extraordinaire, je trouve, entre le Joker et Batman, le Joker qui arrive, qui n'était pas dans première mouture du film, le Joker avec Jared Leto. Et donc cette scène-là, on est vraiment typiquement, on retrouve l'univers des comics, Batman et le Joker, c'est très très bien fait. Ces fameux flash forward un peu dans le futur, les visions du futur, dont on ne comprenait absolument pas le sens dans la première mouture, là, ça explique vraiment bien l'histoire, on comprend tout. Enfin voilà, franchement, le ton du film, il est beaucoup plus sombre, sérieux, noir, c'est l'univers d'ici. Voilà, il y a plus trop de blagues à la noix. Ouais, franchement, le jour et la nuit, on va dire, ou plutôt la nuit et le jour, pour le coup, et vraiment incroyable changement pour ce film qui va être réévalué. Alors il y aura toujours des chagrins pour dire ah bah oui mais ça c'était pas terrible ça, mais oui, enfin à l'arrivée on a quand même un super film de super-héros avec vraiment des très très bien tournés, avec des scènes, des longues scènes et qui s'inscrivent parfaitement. Et on a envie là du coup d'avoir les suites. Malheureusement, voilà, je ne sais pas si ça va se faire. En tout cas, si le film a du succès, peut-être que ça ouvrira la porte à d'autres suites réalisées par Zack Snyder. Mais là, je trouve que c'est un cas d'école pour le cinéma des productions des films. Des fois, on voit un film, une production, on dit oh, c'est raté, c'est nul. Pourtant, il y avait un gros budget, un bon scénario et tout ça. Et bien là, on comprend qu'un film peut être massacré par des producteurs, des monteurs ou d'autres réalisateurs, alors qu'il y avait de quoi faire quelque chose de très bien. Voilà, donc un avis très positif pour ce Justice League, Zack Snyder. Alors le seul petit défaut que j'ai trouvé, c'est le format 4 tiers. Voilà, moi j'ai une télé 16 neuvième, c'est vrai que c'est beau le 16 neuvième, le plein écran, et là il a voulu tourner ça, alors c'est le choix du réalisateur hein, pour les cadrages, voilà, il avait fait ça pour les cinémas en IMAX, et du coup c'est vrai que ce 4 tiers il est un peu bizarre, on s'y fait, mais voilà, c'est le seul reproche du film, franchement, sinon le reste c'est vraiment très, très bien. Voilà, et donc là je continue sur d'autres séries à la croisée des mondes, Is Dark Material, saison 2, donc c'est l'adaptation des livres de Philippe Pullman à la croisée des mondes. Voilà, donc les aventures de Lyra, c'est de la fantasy jeunesse à la base. La saison 1, moi j'avais trouvé pas mal, ça manquait un petit peu pour moi de moyens, même si les effets spéciaux étaient plutôt réussis. Ça traînait parfois un peu en longueur. J'ai trouvé que cette saison 2 était plus réussie. Voilà, j'ai beaucoup aimé les décors, les effets spéciaux, les vues. Donc voilà, même si je pense que malheureusement cette histoire n'a pas pu aller au cinéma, n'a pas pu aller dans la trilogie qui était prévue, puisqu'il y a un seul film qui a été tourné avec Nicole Kidman et Daniel Craig. Mais voilà, je trouve que la série, elle ira à son terme, puisque ça y est, c'est prévu. La série de la BBC. Et donc j'ai beaucoup aimé la saison 2, j'ai trouvé qu'elle rendait plutôt hommage au livre et donnait envie de lire ou de relire le livre. Ensuite, j'ai terminé la série Viking. Donc Viking, la saison 6, qui était coupée en deux parties. Il y avait en tout 20 épisodes pour cette saison 6. Alors Viking, ben, moi j'avais adoré cette série, les premières saisons, avec l'histoire de Ragnar Lodbrok. Voilà, j'ai beaucoup aimé les séries du créateur Michael Hurst, qui avait fait les Tudors. Voilà, qui a fait beaucoup de séries historiques. Et donc, c'est vrai que la série a eu du mal à se remettre, puisqu'on suit l'épopée de ces Vikings, et forcément, ils vieillissent, et puis ils meurent, et puis il y a d'autres générations qui prennent la suite. Et pour moi, la série aurait dû s'arrêter à la saison 4 ou 5, je crois que c'est la 4, quand Ragnar Lodbrok meurt.
et donc du coup, la série perd son personnage principal, et donc après on suit les enfants de Ragnar, et donc du coup, je trouve que à partir de là, la série s'en remet jamais vraiment. Il y a beaucoup de flashbacks, voilà, on voit de temps en temps sur G. Ragnar, on parle beaucoup de Ragnar, ce personnage et cet acteur qui a tellement marqué la série, et voilà, et moi j'ai trouvé que cette saison 6 j'attendais quand même que ça finisse en apothéose, et j'ai été déçu par les arcs narratifs. Voilà, on découvre les Vikings qui vont aller trouver l'Amérique. Alors c'est vrai que ça a été prouvé que les Vikings ont été les premiers à aller sur le continent américain, très bien, mais l'arc narratif avec Coupé est très long, pénible. Il y a des personnages comme l'acteur Ferguson qui joue dans Rome, je crois que c'est Ferguson son nom, qui ne sert pas à grand chose. Les enfants de Ragnar, Ivar, tout leur passage en Russie, j'ai trouvé ça pénible et pas très intéressant. Et puis à la fin, quand ils repartent attaquer le Wessex, j'ai trouvé que c'était. Alors c'est très bien filmé. Voilà, les réalisations est très jolie, les décors sont très bien, tout ça. C'est vraiment pour moi le scénario qui pêche. Et la conclusion finale, voilà, on se dit, bon, bof, finalement. Ouais. Donc une déception, et moi je conseillerais aux fans de Vikings de vraiment s'arrêter à l'arc narratif Ragnar. Là, on a une série qui est extraordinaire, qui est super, et après, ça tombe, pour moi, ça tombe complètement. Ensuite, j'ai rattrapé une série qu'on m'avait conseillée depuis longtemps, The Haunting of Hill House. Donc ça peut se voir sur Netflix. Il y a une saison 2 qui a une histoire différente, qui s'appelle The Haunting of Bly Manor, mais qui est censée être moins bien. Moi, je ne l'ai pas encore vue. Mais cette première saison, The Haunting of Hill House, j'ai trouvé ça absolument extra. Alors c'est parfaitement réalisé, l'histoire est maîtrisée complètement, c'est une histoire de maison hantée, de fantômes. Si vous aimez avoir peur, si vous aimez les vieilles bâtisses avec une histoire, les murs qui craquent, les portes, la nuit, on n'y va pas trop, vraiment si vous aimez avoir peur, et ça fait vraiment peur, voilà, et ça fait peur dans la suggestion, voilà, quand on voit des fantômes, tout de suite ça fait un peu moins peur, moi je trouve, mais dans la suggestion, ils sont très forts. Les bruits, les portes qui claquent, tout ça. Et donc, du coup, voilà, l'histoire est vraiment retors parce qu'en fait, il y a plusieurs lignes temporelles. Voilà, il y a avant, il y a beaucoup de flashbacks, forward, on va dire. Enfin, ça se bouge beaucoup dans le temps. Mais tout se met, le rythme est lent hein, quand même, mais tout se met en place. L'ambiance est super bien. Et j'ai vraiment adoré, ça se met complètement en place, c'est hyper émouvant, ça fait peur. Voilà, le créateur a vraiment réussi quelque chose de marquant. Et effectivement, ça avait été dans la meilleure série. Et je trouve que ça mérite d'être dans les meilleures séries de l'année en tout cas. Voilà, donc The Haunting of Hill House sur Netflix, si vous avez l'occasion d'aller voir ça, c'est très très bon. Ensuite, j'ai regardé la série Your Honor. C'est une série qui est sur MyCanal, c'est Canal+, avec Bryan Cranston, donc l'acteur énorme de Breaking Bad, qui retrouve un peu un rôle dans le genre, puisqu'il joue le rôle d'un juge dont le fils, et ça c'est dès l'ouverture de la série, je spoil rien, dont le fils va, par accident de voiture, tuer un jeune en moto, et ce jeune en moto se retrouve être le fils d'un très puissant mafieux. Et donc ce mafieux va enquêter pour essayer de retrouver la trace de l'assassin de son fils, et va s'enchaîner des événements en cascade qui vont faire que ce juge va être obligé, pour protéger son fils, de faire des choses terribles. Et voilà, qu'est-on prêt à faire par amour, et quel amour est plus fort que celui pour ses enfants. Donc c'est des questions qui sont très intéressantes, et puis aussi la question de la vengeance de ce mafieux qui est prêt à tout pour venger son enfant, et puis les victimes collatérales là-dedans, des deux côtés, de ces deux personnages qui font tout pour arriver à leur fin. Voilà, c'est bien joué, c'est bien filmé, c'est carré, c'est une réalisation à l'américaine, c'est bien filmé, c'est bien produit, les acteurs, on les a déjà vus dans plein d'autres séries, mais c'est des bons acteurs. C'est en une saison normalement, voilà, donc vous avez 8 ou 10 épisodes, je sais plus, et l'histoire elle est terminée, c'est plié. Donc voilà, c'est bien, franchement, si vous aimez les thrillers,
vous en aurez pour votre argent. Ensuite, j'ai commencé à regarder la série Big Sky sur Disney+. C'est que Disney+, ils sont passés sur un format star maintenant où il y a aussi des séries pour adultes et des films pour adultes. Le catalogue s'est vachement enrichi. Et Big Sky, c'était un peu le leader, la série. Voilà. Alors, c'est une série qui est faite par David Kelley. C'est la personne qui a fait Sharp Object, Big Little Lies, The Undoing, donc tous ces thrillers qui sont super, c'est des séries terribles. Big Little Lies, c'est absolument génial. Et The Undoing, c'est un thriller aussi avec Nicole Kidman et Hugh Grant que j'avais beaucoup aimé. Et donc c'est un super faiseur, producteur de thrillers, de séries de thrillers. Et là, en fait, il passe sur un format un peu plus, on va dire, à la grande chaîne américaine. C'est-à-dire qu'il y a plus d'épisodes, je crois qu'il y a 17 épisodes. Le format de chaque épisode est plus court, 40 minutes, je crois. Et donc, du coup, c'est un peu plus dilué et surtout, on ressent un peu la réalisation style série policière américaine. Voilà, ces séries genre Mentaliste ou qui sont très longues, ou voilà, toutes ces séries d'enquêtes qu'on peut voir. Et donc il y a un peu ce côté grand public qui était, voilà, l'approche de Big Little Lies, The Undoing était plus, voilà, la réalisation était beaucoup plus artistique, il y avait une recherche, voilà, le tempo était différent, c'était plus. Là, on sent que c'est quand même un peu plus grand public. Et on suit en fait un trio d'enquêteurs. Alors je ne veux pas spoiler parce que là, par contre, dès le premier épisode, il y a un énorme retournement de situation, donc ça fait partie du plaisir de la série, il ne faut pas le spoiler. Donc un trio d'enquêteurs privés qui est dans le Montana, donc les décors sont magnifiques. Et en fait, ce trio d'enquêteurs va se retrouver à enquêter sur la disparition de deux adolescentes, et puis ils se rendent compte qu'il y a beaucoup plus de disparitions de femmes dans ce secteur, voilà, où il y a beaucoup de trafic, et donc ils enquêtent sur ça, et puis on va retrouver comme acteur, comme actrice, l'actrice qui jouait Catherine Finwick, je crois, qui jouait Lagertha dans Viking, voilà, qui trouve un rôle de policière, un peu d'enquêtrice privée, un peu badass. Donc voilà, c'est plutôt sympa, on a envie de savoir la suite, surtout que le scénario est malin, dans le sens où tout de suite on a un rebondissement dès la fin du premier épisode qui fait qu'on se dit, voilà, là, il y a quand même de l'originalité. Après, c'est sûr qu'un épisode par semaine, avec, là ils en sont au quatrième ou cinquième, avec 17 épisodes de 40 minutes, c'est très long, c'est très délayé, dilué, donc du coup je ne sais pas si vraiment ça va tenir ses promesses, mais pour ceux qui aiment les enquêtes policières, le côté un peu thriller, voilà, ça peut vraiment vous plaire. Ensuite, en film, j'ai vu sur Netflix, et ça c'était un vrai coup de cœur, I Care A Lot. C'est un film Netflix et avec Rosamund Pike et l'acteur qui jouait, je ne me souviens plus de son nom, Tyrion Lannister dans Game of Thrones. Et du coup, voilà, Rosamund Pike, c'est une actrice qui est, enfin moi je trouve absolument géniale, qui me fait penser un peu aux beautés un peu classiques des films d'Alfred Hitchcock, les blondes parfaites. Et du coup, dans Gone Girl de David Fincher, elle avait joué ce rôle d'une femme très manipulatrice, très intelligente, avec une voix off qui était très dure. Et là, on retrouve dans I Care A Lot ce personnage joue un peu le même rôle, quasiment, de femme hyper déterminée, voilà, inflexible, hyper manipulatrice, hyper intelligente. Et en fait, elle a monté une boîte où elle arnaque en fait les gens, les maisons de retraite. Elle s'occupe de personnes âgées qu'elle fait mettre sous tutelle très rapidement. Et une fois qu'ils sont sous tutelle, elle les place dans des maisons de retraite. Et du coup, elle se fait beaucoup d'argent. Sa boîte marche très très bien, mais elle est prête à tout. Donc voilà, dès qu'elle voit un petit vieux, une petite vieille alors il y a pas mal d'humour noir, hein, c'est assez cynique. Elle essaye tout de suite de la mettre
mettre sous tutelle, et puis elle la met dans une maison de retraite bourrée de médicaments, et pendant ce temps-là, elle fait main basse sur toutes ses biens, ses propriétés, elle vend tout de suite, voilà. Donc elle est assez infâme, on a envie qu'il lui arrive des choses, et il va lui arriver des choses parce que une des petites vieilles sur laquelle elle va tomber, elle pense qu'elle est la cible parfaite, elle a de l'argent, elle n'a pas de famille, mais en fait non, elle a de la famille, elle est la mère d'un terrible mafieux, terrible bandit qui est hyper violent, sans foi ni loi, qui est joué par l'acteur qui joue Tyrion Lannister. Et du coup, eh ben, ça part en cacahuète. Et franchement, c'était une super bonne surprise parce que c'est bien filmé, c'est hyper bien joué. L'actrice, elle a eu d'ailleurs le Golden Globe pour son rôle. Rosamund Pike, elle est géniale. Il y a de l'humour noir, il y a de l'action, il y a du thriller un peu. Franchement, c'est assez jouissif, on va dire, à regarder. Et moi, j'ai adoré, c'était le coup de cœur cinéma de cette rentrée de 2021. Donc je vous le conseille. Ensuite, j'ai vu L'Appel de la forêt, le film avec Harrison Ford et Omar Sy. C'est fait par Chris Sanders, je crois. C'est le réalisateur des dessins animés Dragon. Voilà, qui s'essaye au film en live. Bon, c'était bien filmé, les effets spéciaux étaient bien. Bon, l'histoire, il a changé un peu, mais c'est pas vraiment grave. Harrison Ford et Omar Sy sont très... Omar Sy, j'ai trouvé très bien dans son rôle. Et Harrison Ford aussi. Voilà, donc un bon divertissement familial à voir avec les enfants. J'ai aussi vu en série sur Netflix Mon amie Adele, Behind Her Eyes en anglais. Donc c'est une série anglaise réalisée par Steve Lightfoot avec Simona Brown, Tom Batman et Eve Hewson. C'est adapté d'un livre qui est un best-seller que je ne connaissais pas du tout, Behind Her Eyes, de Sarah Pingbo Roth. Vous avez vu cet accent anglais extraordinaire. C'est un thriller psychologique, un peu drame conjugal qui vire au fantastique. Donc très étrange d'ailleurs. Il pitche pas trop la série de façon à laisser beaucoup de mystère. C'est en 6 épisodes, il y a une saison. Et en fait, au début de cette série, alors je vais essayer de vraiment pas vous spoiler, mais de quand même vous expliquer un peu ce qui se passe dans cette série. Nous avons un couple d'une femme au foyer et puis d'un psychiatre. Donc elle s'appelle Adèle et lui, il s'appelle David. Ils s'installent dans une nouvelle ville. Lui, c'est un nouvel emploi de psychiatre dans un cabinet qu'il prend. Et on sent bien que ce couple, il ne va pas bien, ils s'entendent pas, ils se parlent mal. Voilà, il y a un souci dans ce couple. Ils prennent un nouveau départ. Ils essayent de prendre un nouveau départ. Et David va sortir dans un bar boire un coup, et puis il va faire la rencontre de Louise. Et puis, de fil en aiguille, ils vont sympathiser, et ils vont même jusqu'à s'embrasser. Et le lendemain au travail, Louise découvre que cet inconnu qu'elle a embrassé dans un bar, finalement, est son patron de psychiatre. Donc du coup, elle est un peu gênée. Et en allant se promener dans la rue, elle rencontre, voilà, par hasard, elle bute dans Adèle, et du coup, elle se retrouve aussi à sympathiser avec la femme de celui-ci. Donc, une espèce de trio un peu étrange de relations là, qui se dessinent. On sent bien qu'Adèle et David ont un passé très étrange, puisqu'elle a fait... elle était internée dans un hôpital psychiatrique et que ses parents sont morts dans un incendie. Lui, il l'a sauvée de cet incendie, il a d'ailleurs le bras complètement brûlé, et il l'a sauvée, ils sont tombés amoureux, et ils sont ensemble, mais un lourd secret fait que ils ne s'entendent plus, donc il y a un mystère. Et cette Louise, la secrétaire, donc, qui est femme séparée avec un enfant, va essayer de comprendre, voilà, avec l'un et avec l'autre, ce qui se passe. Elle va tomber amoureuse de ce psychiatre, avoir une relation avec lui, mais en même temps maintenir une relation amicale avec sa femme qu'elle aime, qu'elle apprécie, et voilà, dont elle a envie de s'occuper, puisqu'elle va très mal, elle est dépressive, elle prend des cachets, cette Adèle. Et petit à petit, alors on se demande où ça va aller, la série va basculer vers un côté un peu plus thriller, un côté un peu plus suspense, et surtout un côté fantastique.
Voilà, pendant longtemps dans cette série, on ne sait pas où on va. On est un peu déstabilisé, on se demande ce qui se passe. On se dit là, il y a un mystère. Donc je n'ai pas défloré, bien sûr. Mais sachez que ça part sur du fantastique. Et qu'en tout cas, ça se dénoue dans le dernier épisode, puisque c'est une série en une seule saison et qu'on on se dit pas tout ça pour ça, on se dit c'est super. Enfin, moi j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé que la fin était l'apogée de cette série et expliquait vraiment tout ce qui se passait dedans. Et du coup, j'ai trouvé que c'était vraiment excellent la résolution de cette intrigue, qui du coup vaut vraiment le coup d'attendre et d'être là, mais qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'ils veulent en venir, et voilà, on attend, mais à la fin, c'est très très bien. C'est voilà, la morale est très très particulière de cette série, mais en tout cas, sachez que voilà, ça vaut le coup si vous aimez le côté un peu suspense, un peu thriller, mais avec, si vous acceptez l'irruption du fantastique et du surnaturel, voilà, ça va vraiment vous plaire. Donc en tout cas, c'est très bien fait, bravo, franchement, encore une série, mini-série, un peu comme le jeu de la dame, excellente de qualité chez Netflix. Voilà pour les choses que j'ai vues dernièrement. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. Puis je ferai peut-être d'autres choses comme ça pour vous parler des séries et des films que j'ai appréciés. Voilà, à bientôt sur Contre Pop Culture. Au revoir.